Bien, nous allons effectuer la correction du test. Pour ça, je vais d'abord ouvrir le fichier et je vais donner un nom, prénom. Donc, test correction, là, pas trop compliqué. Il fallait lire à peu près toutes les infos que vous connaissez plus ou moins. Et donc, quand on avait tout lu, cliquez sur ce bouton qui permettait d'accéder à la feuille consigne et d'avoir l'affichage de toutes les autres feuilles. La première chose qui m'est demandé, c'est de mettre les données sous forme de tableau dans la feuille prod. Donc, je vais aller dans la feuille prod, je vais sélectionner une cellule n'importe laquelle. Alors, volontairement, ici, il y a une ligne vide et une colonne vide pour que ça ne soit pas sélectionné. Et je vais utiliser une des trois possibilités, celle que je préfère, parce que ça me permet de choisir la couleur. On vérifie que la sélection est correcte et je fais OK. Et je n'en reste pas là, puisqu'on me demande de donner un nom à ce tableau. Donc là, il est affiché ici. Si on n'est pas dans l'onglet création de tableau, il suffit d'aller dedans là, et on va pouvoir mettre le nom qu'on veut. Alors je vais l'appeler TBL et puis TBL Prod. Et je n'ai qu'à faire entrer. D'accord, on voit que ici, en changeant, ça me le change là dans la zone de nom. Attention, si je le change dans la zone de nom, ça ne le prendra pas en compte. Ça mettra les deux de front et ça gardera le nom avec marqué tableau quelque chose, numéro en fonction du nombre de tableaux qu'on a créé. Pour la liste déroulante qu'il m'est demandé d'insérer, en fait, il faut aller dans l'outil validation de données. Je vais d'abord commencer par sélectionner la zone qui est concernée, donc c'est cette colonne-là. Je vous rappelle que dans un tableau, pour sélectionner, il n'y a pas beaucoup de données, on peut le faire à la main facilement comme ça, mais le mieux, c'est d'utiliser la petite flèche qui est là pour sélectionner avec ou sans les en-têtes. Donc, comme je vous disais, données, validation de données, c'est cet onglet qui est ici. Je clique dessus et je vais sélectionner une liste. Il y a beaucoup d'autres options, mais c'est la liste qui m'intéresse ici. Et pour la source, soit j'écris, soit je récupère des données quelque part, et c'était bien fait. Il suffisait en fait de sélectionner les trois valeurs, boisson, sucré et salé. Il n'y a plus qu'à faire OK. Et à partir de là, si je prends n'importe quelle cellule, on voit que j'ai le petit onglet, enfin le petit triangle à côté qui me permet de choisir une des valeurs de la liste. Il ne me reste plus qu'à remplir les catégories alors à la main. Donc, je peux les faire individuellement en utilisant le menu déroulant que je viens de créer. Ou alors, je vais partir du principe qu'il y a principalement du salé. Je vais donc mettre du salé partout. Et après, je vais changer uniquement ceux qui sont différents. Donc, j'écris salé et je fais contrôle entrée. J'ai sélectionné toute cette zone-là. En faisant contrôle entrée, ce que j'ai écrit va se mettre dans toute la sélection. Voilà, en ayant fait donc ça, et après il ne me reste plus qu'à changer. Donc je sais que le chocolat noir c'est du sucré, et puis là je peux faire pareil pour aller chercher les calissons d'Aix, sucré, et biscuit rose de Reims qui est ici, sucré. Après pour les boissons, il me reste les 3 T, donc thé de Chine, Ceylan et Cachemire. Je peux refaire la même manipulation, donc voilà, pas sucré par contre. Boisson donc, et je fais un contrôle entrée et ça me met des boissons partout. Ici, il m'est demandé pour chaque commande, donc on a les numéros de commande qui sont ici, pour chaque commande, déterminer le nombre de lignes qu'elle contient. Sachant que, en fait, on peut le voir ici, il n'y a qu'une seule ligne. Chaque ligne correspond à l'achat d'un produit, mais dans une même commande, on peut avoir plusieurs produits. On voit que c'est le cas là ici pour la commande 22022. Je vais commencer par mettre ça sous forme de tableau. Donc, allez, ce coup-ci, un peu de violet. Je fais OK. Il s'appelle tableau 3. Je vais l'appeler TBL et on est sur les ventes. TBL vente. OK. Je valide. Ici, ma date d'achat a un format qui n'est quand même pas folichon. Et donc, je vais le mettre en date courte pour avoir quelque chose de propre. Et donc, on est ici et on veut pouvoir récupérer le nombre de lignes par commande. Alors, nombre
qui vérifie un certain critère. Le critère, en l'occurrence, c'est que le numéro de commande soit égal à ça. Et ben, c'est la formule nombre si. Alors, on va faire du nb.si, je la sélectionne ici. La plage où on a le critère. Alors, le critère, c'est ça. Donc, la plage où on a le critère, c'est toute la colonne numéro de commande. Je mets un point virgule et mon critère, c'est la valeur qui est sur cette ligne-là. Je peux fermer ma parenthèse et valider. Et j'ai mes numéros de commande qui apparaissent. Et ainsi que je le disais, une seule commande, enfin une seule ligne pour les commandes ici. Et la quatrième commande, enfin la 2202 a bien 4 lignes. Pour récupérer l'année de la date d'achat, pas très compliqué, une formule simple qui s'appelle année. Si vous avez un doute sur une formule, vous pouvez aller ici dans l'onglet formule. Bon, c'est une formule de date, donc vous pouvez aller dessus et vous allez voir tout ce qui existe qui sont liés aux dates. Et donc c'est bien la fonction année qui va nous donner l'année à partir du numéro, alors ce qu'ils appellent un numéro de série, mais c'est une valeur numérique. Je vous rappelle qu'une date là, c'est un nombre qui correspond au nombre de jours à partir du 1er janvier 1900. Donc ici, pour avoir l'année, je prends ma fonction année de cette date-là, je ferme ma parenthèse et c'est tout simple. Cette étape est nettement plus compliquée parce qu'on va nous demander de récupérer dans un tableau une valeur en fonction du code produit, mais également en fonction de l'année d'achat. Et ce qui vous était demandé, c'était, si vous ne saviez pas faire ça, de récupérer la valeur pour l'année 2024. Donc on va faire ça. Je vais commencer par récupérer pour l'année 2024 et ensuite je vais modifier ma formule de manière à ce que ça s'adapte à l'année correspondante. Donc une fonction qui va récupérer des données ailleurs en fonction d'une valeur, ici donc le code produit, ben c'est la fonction recherche V. Donc recherche, alors il y en a d'autres, hein, mais on va utiliser la recherche V. Recherche V, la valeur qui est cherchée, donc c'est le code produit qu'on va récupérer dans notre tableau. Alors attention, on démarre à la colonne où il y a le code produit. Donc dans tout ce tableau-là là, que j'ai sélectionné, on va chercher donc le code produit là-dedans, qui va nous récupérer une info qui est sur une ligne. Ce que je vais vouloir récupérer, c'est l'info pour 2024, donc la première colonne, la deuxième colonne, troisième colonne, quatrième, cinquième colonne. Donc ici, mon numéro d'index de colonne, c'est un 5, et je veux une recherche exacte, puisque c'est du texte, on n'a pas de valeur intermédiaire, donc toujours une valeur exacte. La valeur approximative, ça reste exceptionnel. Je ferme ma parenthèse et je valide. Donc là, j'ai récupéré les montants pour l'année 2024. La différence, si on veut changer pour les autres années, elle va se situer au niveau du 5 ici. En fait, 5, ça correspond à 2024, mais pour 2023, il me faudra un 4, etc. Alors, je vais déjà transformer ça en monétaire parce que je n'aime pas du tout avoir un affichage qui n'est pas propre pour des commandes. Et je vais donc m'attaquer ici pour changer cela en une valeur qui sera soit 2, 3, 4 ou 5. Alors il y a différentes possibilités. On peut très bien faire avec des si imbriqués. On peut faire avec du si conditions. On peut le faire également avec une recherche V. Rien n'empêche de créer un petit tableau dans laquelle on va mettre 2021, 22, 23, 24 et avec les codes correspondants à côté. Bon, je vais faire un si condition. Je sais que c'est une formule que vous aimez bien. Donc si conditions. Si ça est égal à 2024, dans ce cas-là, je veux que tu me mettes comme résultat, on a dit que c'était 5 pour 2024. Point virgule, l'année de l'achat est égale à 2023. Dans ce cas-là, on veut un 4. Point virgule, l'année de l'achat est égale à 2022. On va mettre donc un 3. Et sinon, on va mettre un 2. Alors sinon, quand on fait des si imbriqués, on a réellement du sinon, la valeur s'il faut. Là, quand on fait du si condition, on ne peut pas. La technique, ça consiste à écrire vrai. C'est-à-dire que si tout ce qui n'a pas été mis avant est faux, alors là j'ai oublié mon point virgule,
on écrirait, ça veut dire que bah, là tout sera vérifié. Et donc s'il y en a autre chose que ces valeurs-là, je mets un point virgule et je vais récupérer un 2. Je n'oublie pas de fermer ma parenthèse, d'accord, la parenthèse de condition qui était rouge, qui ici est rouge également. Donc là j'ai bien noir noir. Ma formule est complète. Alors elle est un petit peu compliquée avec cette affaire des années qui évoluent. Bon, il y avait d'autres possibilités. On aurait très bien fait faire une combinaison d'index et d'équive aussi. Enfin, voilà. Pour résoudre ce qui nous a été demandé ici, en fait, des tas de possibilités étaient offertes. Je valide. Et donc là, bah, 2024, on voit que ça n'a pas du tout changé. Mais si je vais plus loin en bas dans mon tableau, je vais me placer sur une ligne quelconque. Là, ici, je suis en 2023, j'ai du TBA. Je ne sais même plus, je sais plus ce que c'est. Mais je vais vérifier TBA en 2023, 2174. TBA, les truffes blanches d'Alba. En 2023, j'ai bien du 2174, alors que c'était du 2792 en 2024. Donc notre fonction a bien fonctionné pour récupérer les valeurs en fonction de l'année. Je vous montre une petite astuce quand même, l'astuce du feignant. C'est pas bien de dire feignant, de celui qui veut être efficace et pas trop se fatiguer. Donc je vais partir d'ici, là où j'avais mis mon 5, et puis je vais transformer ça. En fait, on peut remarquer que 2024, ça doit me donner 5, que 2023, ça doit me donner 4, etc. Et en fait, la différence est toujours constante, c'est 2019. C'est-à-dire que si je prends ma valeur qui est ici, l'année de l'achat, et que j'enlève 2019, et bien ça marche. Il n'y a plus qu'à faire entrer. Et on va voir que ici, descendons donc on va chercher une année. Là, je suis en 2023, je me place sur cette cellule-là, et je peux voir que, effectivement, ma technique, là, si je prends ça, moins 2019, alors j'ai pas pris le 9, donc ça va moins bien marcher. Hop, 2019, et là, on voit que la valeur, ben, c'est bien 4. Et si j'ai 2024, ça fait 5, etc., etc. Donc ça, c'est la petite astuce de celui qui n'a pas envie de s'embêter avec une formule compliquée. Ici, eh bien, c'est simplissime. On me demande de calculer le montant de la ligne, donc à partir du prix unitaire qu'on a ici et de la quantité de produit qu'on a ici, bah, c'est une bête multiplication. Donc ça, multiplié par la quantité de produit que je sélectionne ici. J'ai plus qu'à valider. Comme on avait du monétaire ici, il a mis du monétaire juste à côté, donc on n'a pas besoin de faire de changement de format. Tout va bien. Ici, on me demande de calculer le montant total de la commande. En effet, on a vu avant qu'une commande pouvait être sur plusieurs lignes, et en faisant ça, ça va pouvoir me permettre de déterminer le taux de réduction par la suite, puisque en fait, fonction du montant total de la commande, je vais appliquer une réduction qui sera appliquée pour chacune des lignes. Mais si je ne fais pas ce calcul-là, je ne peux pas savoir quelle réduction je vais devoir appliquer à une commande qui fait plusieurs lignes. Donc là, on me demande de faire une somme des montants, et une somme qui, quand on respecte un certain critère, qui correspond à le numéro de commande, quand on a toujours ce numéro de commande. Donc je me place ici, ma fonction c'est du somme si. Alors la plage sur laquelle on va avoir le critère on a dit que c'était le numéro de la commande, donc la plage c'est la colonne numéro de la commande, point virgule, mon critère c'est cette commande-là spécifiquement, pour cette ligne, et un point virgule, je vais rentrer maintenant la plage sur laquelle je vais faire la somme. Eh bien, cette plage, c'est le montant avant réduction. Attention à ne pas prendre le prix unitaire, puisqu'on peut avoir plusieurs articles qui ont été achetés pour chaque ligne. Donc, je sélectionne cette plage, je ferme ma parenthèse et je valide. Et donc, on peut voir que là, les premières commandes, on a le même montant, puisqu'en fait, on n'avait qu'une seule ligne par commande. Mais cette commande-là, si vous en souvenez, on avait 4 lignes. Eh bien, je trouve 437,46. Si je sélectionne ces 4 lignes ici, je vois que la somme de ces 4 valeurs ici, c'est bien 437,46. 437,46, pardon.
et donc que ma formule a bien fonctionné. Donc ici, à partir du total de la commande, on va déterminer le taux de réduction qui sera appliqué à cette commande. Pour ça, on a un onglet là, qui s'appelle Réduc, et donc je vais aller voir ce que j'ai dedans. Alors, on peut se rendre compte que on a quelque chose qui n'est pas du tout exploitable en l'état. Donc il va falloir bâtir un tableau qui, en fonction ici de notre montant de la commande, va nous déterminer le taux de réduction. Donc je reviens ici, le montant de la commande et le taux de réduction. Donc je vous rappelle que pour faire une recherche approximative, il va falloir créer un petit tableau, une plage nommée ou peu importe, avec pour chaque début de tranche, on va avoir la valeur dans la première colonne. Donc ici, c'est à 750 euros. Le montant de réduction suivante, c'est 1500, enfin le début de tranche, c'est 1500. Ensuite, c'est 3000. Ensuite, c'est 5000. Et puis, c'est pour les très grosses commandes, 15 000 euros. Et ici, donc, on a du 1,5%. Alors, ça ne marche pas très bien comme ça. Du 1,5% de réduction, si on a 750 ou plus. On va avoir du 3% de réduction. Alors, il faut que je précise que c'est des pourcents, sinon il va me prendre 300%, ce qui va être un peu trop. J'ai ensuite du 5%, du 10% et du 20%. Donc ça, c'est mon tableau. Alors après, il y a deux solutions. C'est que je vais avoir des commandes qui sont inférieures à 750 euros. Donc je vais pouvoir créer ici une ligne avec 0, pas O, 0 et 0. Et une autre solution, si j'ai oublié ça, je vais le laisser en l'état volontairement pour vous montrer comment on peut gérer la chose. Donc là, je mets ça sous forme de tableau ou pas, je ne suis pas obligé. Pour ne pas avoir à mettre de dollars par la suite, pour pas que ça se décale dans ma formule, eh bien, je vais nommer cette plage et je vais l'appeler taux TX réduc, par exemple. Taux de réduction. Et je fais entrer pour valider. Et je vais pouvoir utiliser ça dans ma formule. Donc ma formule, c'était dans les ventes, et on est parti ici pour faire notre recherche V approximative. Donc égale recherche V de cette valeur-là, que je vais chercher dans ma petite table que je viens de créer, que j'avais appelée taux réduc. Alors je n'ai pas besoin de retourner pour le sélectionner, je peux écrire directement TX et il me propose donc taux réduc. Je le sélectionne soit en faisant un double clic, soit avec la tabulation. La valeur que je veux récupérer, c'était dans la deuxième colonne, donc je vais mettre un 2. Et là, donc, c'est exceptionnellement une recherche approximative, puisque toutes mes valeurs monétaires, 60,02, il n'est pas dans mon tableau. Donc, il va prendre quelque chose qui est entre deux valeurs. Donc, je fais un vrai, je ferme ma parenthèse et je valide. Et là, on voit que j'ai du NA. Pourquoi est-ce que j'ai du NA? Parce que, comme je l'ai dit, mon tableau ici, là, il commence à 750. Donc toutes les valeurs qui sont inférieures à 750, elles ne sont pas prises en compte. Donc si j'avais mis un 0,0, je n'aurais pas eu ce problème-là, mais j'ai fait exprès pour vous montrer une autre solution pour résoudre, c'est-à-dire que je vais ici modifier ma formule pour faire ce qui s'appelle une gestion de l'erreur. Donc je vais rentrer devant une formule qui s'appelle si non disp. NA, c'est not available, donc c'est non disponible en français. Je peux utiliser celle-là. J'aurais pu utiliser l'autre en dessous qui est si erreur. Ça fonctionnerait aussi. Je préfère utiliser celle-là parce que c'est spécifique à cette erreur de NA. Si on a fait autre chose, ça va masquer une erreur qui n'est pas normale. Là, on a une erreur, mais elle est normale. Et si je veux rien du tout, je peux mettre du guillemet. Je peux mettre ici un 0 puisque c'est une valeur numérique. Donc 0 et je ferme ma parenthèse. Et en validant ça, maintenant, j'ai effectivement 0 à la place de mon erreur. Je vais sélectionner ça. Pourquoi? Pour passer en pourcentage. Alors mon petit inconvénient là-dessus, c'est qu'ici, là, j'ai 2%. 2% alors que c'est 1,5, eh bien, je vais changer le nombre de chiffres après la virgule en cliquant dans l'autre sens sur ce bouton. Et là, on voit que mon 2 s'est transformé en 5.
Alors la valeur qui était dans la cellule, c'était toujours 1,5. Ce n'est que de l'affichage, je vous le rappelle, mais je trouve que c'est plus propre d'avoir du 1,5 décrit. On va donc pouvoir calculer le montant de la ligne en prenant en compte la réduction. Donc attention, hein, vous avez bien mis le taux de réduction, il est là. C'est pas le total de la commande qu'il faut prendre, mais bien le montant de la ligne, parce que sinon, en fait, on va voir ces montants-là, ben, ils y seront 4 fois, alors que là, on aura chacun une seule fois. Donc le montant de la réduction, c'est égal au montant de la ligne multiplié par le taux de réduction. Ça, attention, c'est le montant de la réduction. Donc si je veux avoir le montant réduit, devant, je vais placer le montant de la ligne avant la réduction et je vais mettre un signe moins. Et là, je vais avoir le résultat. D'accord? Je reviens sur la formule. Donc le montant avant la réduction moins la valeur de la réduction qui est le montant multiplié par le taux de réduction. On peut également l'écrire montant avant réduction multiplié par 1 moins le taux de réduction. Ça correspond à une factorisation par montant avant réduction. Les deux formules sont bonnes, bien évidemment. Et on va attaquer ici la feuille client. Donc, je vais commencer par mettre ça sous forme de tableau, hein, parce que c'est tellement plus pratique. Alors, on va prendre comme couleur du orange, cette fois-ci, histoire de changer. Ma sélection, elle est correcte. Je vérifie bien que la partie en anglais là-haut n'a pas été intégrée. Et je vais l'appeler quelque chose de assez original, TBL pour tableau et client pour client. Hop. Et donc, on me demande ici le nom complet. Je vais peut-être élargir parce que ça ne va pas rentrer. Donc, mairie et puis espace et André. On peut voir là dans le commentaire, dans la note, ce que je dois obtenir. Donc, je vais faire égal, mairie, et puis je vais utiliser alors soit la fonction concaténée, soit le et commercial, hein, l'esperluette, et je vais rajouter un petit espace entre les deux. Donc guillemets, espace, guillemets. Hein, l'espace c'est du texte, donc on le met entre guillemets. Je remets mon petit bout de colle, mon ciment, etc. pour coller mes morceaux de texte ensemble, et je tape le prénom. Et si je fais entrer, on voit que j'ai Mary qui est effectivement en majuscule, mais André, lui, il est aussi en majuscule. Or, je veux quelque chose dont la première lettre soit en majuscule et le reste en minuscule. C'est la fonction non propre qui me donne ça. Donc, non propre. Voilà, je la sélectionne. Et puis le prénom, bah, je ferme ma parenthèse. Si je fais ça, alors je peux assurer le coup devant mon nom, parce qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un rentre des nouvelles lignes et ne respecte pas le format en majuscule. Donc je vais mettre une fonction majuscule au même titre que j'avais mis une fonction non propre. Je ferme ma parenthèse puisque c'est le nom qui doit être en majuscule et je valide. Et là, je suis sûr que si je rajoute des lignes en bas, eh bien, ça se mettra automatiquement correctement. J'aurais pu le faire en utilisant le remplissage instantané. Je vous le montre ici à côté, je l'effacerai derrière. C'est-à-dire que là, je commençais à écrire ce que je veux. Je commence à écrire pareil sur la ligne en dessous et normalement, il devrait me proposer au bout d'un moment. Alors, il n'est pas très motivé là. On signe, je vais le valider. Il m'a toujours rien proposé. Allez, je fais un dernier essai pour voir si automatiquement il le fait. Et sinon, ben, non, alors je vais l'obliger à le faire. Pour ça, je vais dans. Alors, j'ai oublié un espace, donc il va avoir du mal à comprendre. Je vais l'obliger à le faire en allant dans Données et utiliser ici avec le petit éclair Flash Fill, remplissage instantané, raccourci CTRL E. Et en faisant ça, bah, je lui dis ok, tu respectes le pattern qui était là-haut. Alors peut-être qu'il ne me l'a pas proposé directement parce que comme c'était déjà à côté, il s'est dit bah non, ça peut pas être ça, c'est quand même bizarre. Je vous efface ça et puis on va pouvoir passer à la suite. Donc la suite qui est le calcul de l'âge. Alors pour le calcul de l'âge, on a la formule la plus adaptée quand on doit calculer un nombre d'années, un nombre de mois, c'est une formule qui s'appelle une fonction qui s'appelle datediff, mais qui est masquée, qui n'est pas présente dans l'aide, que vous ne trouverez pas. Il y a une autre solution qui consiste à prendre la date du jour, enlever la date de naissance et diviser par 365,25.
Bon, il y a différentes solutions, mais la plus propre, c'est la date diff, et c'est celle qui était attendue. Alors comme je dis, il n'y a pas d'aide, c'est-à-dire que je tape ma fonction, il ne me propose rien. Ce n'est que quand je vais mettre ma parenthèse ouvrante qui va m'écrire ça en dessous et qui me permet de savoir que je ne me suis pas trompé sur mon orthographe en mettant 2D, 2D, 2F, je ne sais quoi, en oubliant une lettre. Voilà. Donc là, je sais que ma fonction est bonne. Et après, il faut que je me remémore. Donc, la date de début, la date de fin et puis le code. Alors, la date de début, c'est la date de naissance. La date de fin, eh bien, on va mettre aujourd'hui. Comme ça, on aura quelque chose de dynamique. Sinon, on aurait pu écrire la date du jour dans une cellule et puis pointer vers cette cellule ou écrire directement la date d'aujourd'hui à la main sans avoir quelque chose de dynamique. Et donc, ma troisième partie, mon dernier argument de ma fonction dateDiff, ça va être du texte qui correspond à ce que je veux. Ce que je veux ici, ce sont les années, donc c'est un Y. La fonction n'existant pas officiellement n'a pas été traduite, donc c'est Y pour year. Si c'était des mois que je voulais, ça sera un M pour months. Il existe aussi un D pour day, mais ça n'a aucun sens puisqu'il suffit de faire une différence entre les deux dates. C'est beaucoup plus simple que de passer par là. Et après, il y a trois autres options, du MD, du YM, du YD. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est un peu compliqué. Là, je veux des années pour l'âge. Je fais entrer et on voit que on peut avoir l'impression que je me suis trompé. Et non, je ne me suis pas trompé. Ça, le 2 mars 1900, en fait, c'est un nombre. C'est les 31 jours de janvier plus les 28 jours probablement de février plus 2 jours en mars. C'est juste un problème de format. Donc je vais sélectionner ça et je vais aller dans mon format pour mettre une absence de format standard. Et là, j'ai l'âge. Alors, on me demandait de modifier ce format maintenant pour qu'apparaisse le mot en derrière la valeur. Surtout, je ne rajoute pas, je fais pas du et avec le mot en entre guillemets. Ça donnera l'impression de fonctionner. Si je fais ça, ça me l'affiche correctement. Et le problème, c'est que là, si je prends ces valeurs-là, bah, j'ai 5 cellules et je n'ai pas la possibilité de faire de calcul. Si je veux faire des statistiques, avoir une moyenne d'âge regroupée, etc., je vais être embêté, je ne vais pas pouvoir. Donc j'enlève ça, je reviens sur ma feuille, enfin mon format qui n'en a pas, c'est-à-dire là on peut voir que quand je sélectionne ces cellules, je peux faire une somme, un maximum, j'ai la possibilité d'avoir une moyenne, etc. Et donc en fait c'est uniquement dans le format que je vais changer l'affichage. Et pour ça je vais aller dans un format personnalisé. Pour aller dans le format personnalisé, j'ai des tas de solutions. J'ai utilisé celle-là qui n'est pas forcément la meilleure. Et en fait, je vais rajouter du texte derrière le contenu de ma cellule, au format standard ou au format 0, puisque c'est un nombre. J'utilise l'un ou l'autre, c'est pareil. Je rajoute du texte, donc deux guillemets, je rajoute un espace, je mets le mot en, et puis voilà. Et j'ai terminé. Donc maintenant, à l'issue, derrière, puisque je l'ai écrit à droite, j'aurais pu l'écrire avant, mais là, ce serait bizarre d'écrire en devant, à l'issue de mon nombre, qui s'affichera avec un affichage standard, j'ai le texte sur lequel il y a écrit en et puis séparé d'un espace. Je fais OK, j'ai bien ce que je veux et si je sélectionne plusieurs cellules, on voit que je peux faire une somme et surtout ce qui est intéressant pour des âges, ce sont des moyennes. Ce qui m'est maintenant demandé, c'est de calculer une somme, le total des achats du client en 2024. Mais c'est une somme donc avec plusieurs critères. On a le critère du client et on a le critère de l'année 2024. Donc c'est une somme avec du si, mais plusieurs si. Donc somme si ensemble la fonction égale somme si ensemble. Je la sélectionne ici. Donc la plage sur laquelle on va faire la somme, c'est pas forcément dans ce tableau-là, hein. Et donc en l'occurrence, c'est dans la colonne des ventes. Et on a dit qu'on voulait le total de la commande avant réduction ou après réduction, je ne sais plus. Non, après réduction, c'est plus logique. Donc, montant réduit de la ligne, c'est sur cette ligne-là que je vais vouloir faire mon total. Je mets un point virgule et je passe au critère suivant. Mon critère suivant, admettons que ça soit l'année, donc 2024. Je vais donc choisir la colonne où j'ai ce critère-là, donc plage critère 1. Je sélectionne la colonne, point virgule, et mon critère, je peux écrire à la main 2024. Alors attention, 2024, c'est du
c'est un nombre, donc on n'a pas besoin de le mettre entre guillemets. Cela dit, je crois que si vous le mettez entre guillemets, ça fonctionne quand même. Enfin, mon critère suivant, c'est le client. Donc le client, ce qu'on a, c'est le code client ici. Donc la plage, elle est ici. Et le code client, le critère, il est sur ma ligne, donc dans ma feuille client. Et il est où? Il est où? C'est celui-ci. Donc voilà. Pour ça, c'est le critère client. On a eu le critère 2024. Et en faisant ça, je ferme ma parenthèse. Je vais avoir le montant total des ventes de ce client-là pour l'année 2024. Et on est parti. On va mettre un petit format monétaire parce que c'est quand même toujours plus propre. Et donc, on peut voir que on a des montants qui varient entre 0 et puis bah, le plus gros client, 26 000 euros. Bon client quand même. On me demande maintenant dans cette colonne-là de rentrer le mot contacté s'il n'y a eu aucun achat en 2024 pour ce client. Bon, bah, c'est facile, hein, c'est une fonction si. Si ça, c'est égal à 0, bah, rien. Sinon, donc on n'écrit pas sinon, hein, c'est le troisième argument. Et bien dans ce cas-là, on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre non, alors on va mettre contacté si c'est égal à 0 et sinon on ne met rien. Donc c'est parti. Égal si cette valeur-là est égale à 0, dans ce cas-là, ma valeur si vraie, ça va être contacté. J'écris contacté, guillemets toujours, puisque c'est du texte. Attention, j'ai pas mis un guillemet, j'ai mis un 3 puisque j'étais en majuscule. Donc je remplace mon 3 par un guillemet. Et puis sinon, donc la valeur si c'est faux, eh bien rien. Donc on va mettre du guillemet, guillemet. Parce que si je mets rien du tout et que je ferme ma parenthèse, il va m'écrire faux. Attention. Et je valide. Et je vois que j'ai soit rien, soit contacté. Donc c'est normal. Ensuite, on me demande donc de mettre une mise en forme conditionnelle qui va me mettre un format particulier pour toute ma ligne quand il y a écrit contacté dans la dernière colonne qui est ici. Donc pour commencer, je vais sélectionner tout mon tableau et je ne prends pas les en-têtes, j'évite parce que sinon il faudra que j'écrive ma formule par rapport à cette cellule et pas par rapport à cette cellule. Régulièrement, il y a des erreurs, tout est décalé d'une ligne, donc je ne prends pas les en-têtes, je vais écrire ma formule pour la cellule A5. Et donc, ça sera quand la cellule I5 contient le mot contacté. Mise en forme conditionnelle, on va faire une nouvelle règle. Pour les Mac, il faudra aller dans classique pour accéder à ce choix et on va pouvoir sélectionner une formule, utiliser une formule. Ma formule, elle est donc liée à cette cellule-là et donc c'est quand j'aurai dans cette cellule-là qui est I5, donc égale I5 qui est égal à la valeur contactée, contactée étant du texte, on n'oublie pas, on ne fait pas de faute d'orthographe sinon ça marche moins bien. Et là, en fait, il va falloir légèrement adapter cette formule-là. Pourquoi? Parce que si je ne fais rien, pour cette cellule-là, au lieu de regarder en I5, il va regarder en J5, etc. Donc il faut que je bloque pour avoir la ligne entière ma lettre I en mettant un dollar devant. En revanche, pour le 5, on ne met rien. On veut que quand on change de ligne, ça regarde sur la ligne suivante. On n'oublie surtout pas de mettre un format pour les PC. Pour les Mac, il y en a un par défaut. Contacter, on va le mettre en vert par exemple. Et puis on peut valider. C'est parti pour les tableaux croisés dynamiques. Donc on va se baser sur soit sur le tableau vente qu'on a fait soi-même si on est confiant. J'ai mis un tableau secours au cas où que vous puissiez ne pas être bloqué si ça n'avait pas fonctionné jusque-là. Ça vous permettait de comparer vos résultats. Donc, le plus important, c'est de ne pas changer quand vous faites vos différents graphiques. Vous n'en faites pas un à partir de cette feuille-là et un autre à partir de cette feuille-là. Parce que si vous faites ça, vous ne pourrez pas connecter vos graphiques ensemble avec le même segment. Donc, je vais partir du secours, par exemple, et je vais aller insérer un tableau croisé dynamique. Je n'ai pas de feuille qui est dédiée, donc je vais mettre ça sur une nouvelle feuille de calcul. Je fais OK. Et c'est parti. Ce qu'on me demandait ici, c'était donner par année et mois la somme des montants. Donc la date, elle est ici, la date d'achat que je vais mettre dans les lignes. Et
donc le montant total des achats après réduction. Donc ça, c'est le montant réduit que je mets dans les valeurs. Automatiquement, il me met ça sous forme de somme, puisque c'est une valeur numérique. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est faire quelque chose d'un peu plus propre ici, hein, parce qu'il m'a fait un regroupement automatique par année, par trimestre, par mois, etc. Alors moi, je ne veux pas les trimestres, je vais les enlever. Et puis, je vais enlever également la date, puisque je ne veux que, en fait, les années et les mois. Et je vais pouvoir développer ça en faisant un clic droit. Et on va faire développer, on va développer le champ entier. Et donc, j'ai par année et pour chacun des mois de l'année. Je vais changer le format ici pour avoir quelque chose de plus propre. Et donc, je ne vais surtout pas dans format de cellule, mais dans format de nombre. Pourquoi? Parce que ça s'appliquera au champ en entier. Alors que si je fais un format de cellule, eh bien, ça s'appliquera aux cellules et ça ne s'adaptera pas si jamais je rajoute des colonnes, des lignes. Donc ici, du monétaire, deux chiffres après la virgule. Je ne pense, non d'ailleurs, ce n'était pas précisé, on va faire 100 chiffres après la virgule. Pourquoi? Bah, parce que ce sont des montants qui sont quand même assez élevés, donc les centimes n'ont pas d'importance. OK, et j'ai donc mon tableau comme demandé. Je suis de retour dans ma feuille secours, dans mon tableau, et je vais insérer un nouveau tableau croisé dynamique. Donc celui-ci, je vais le mettre sur la même feuille ou sur une nouvelle feuille, c'est pas important. Si je veux le mettre sur une feuille déjà existante, j'ai juste à cliquer ici, puis ici, et dire où je commence mon tableau. Là, je vais faire OK, je vais créer une nouvelle feuille. Dans celle-là, je peux la renommer, hein, TCD date, montant, par exemple. Et puis celle-là, ce qu'on me demande de faire cette fois-ci, c'est le nombre de la quantité vendue par code produit. Donc TCD quantité produit. Voilà. Donc c'est bien la quantité. Le code produit, ça va être ce que je vais mettre en ligne, puisque je vais avoir tous mes codes produits qui sont ici. Il y en a, je ne sais pas combien, une quinzaine à peu près. Et donc la quantité de chaque produit, bah, tout simplement, c'est ici. Je vais pouvoir le mettre donc dans les valeurs et je vais avoir pour chacun des produits la somme des quantités. C'est écrit ici, la somme, hein, par défaut, valeur numérique, ça met sous forme de somme. Si je vais vérifier ici dans synthétiser les valeurs par, c'est une somme. Et après, dans afficher les valeurs, je vous rappelle, je peux changer pourcentage du total général, j'ai tout un tas de possibilités. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas aucun calcul particulier à faire. Donc, on se contente de le laisser en l'état. Pour le tableau croisé dynamique suivant, je vais me replacer dans celui-là. En fait, je vais tout simplement le copier, CTRL-C, je me replace en haut et je vais le coller, CTRL-V. En faisant ça, l'avantage, c'est que j'ai déjà mon format qui est bien pour la somme des montants. J'ai juste à enlever les dates, puisque c'est pas du tout ça que je veux. Et on me demandait donc par code client la somme des montants. Donc là-dedans, je n'ai plus qu'à rentrer le code client en ligne et j'ai par code client les sommes des montants, tout simplement. Maintenant, on me demande de filtrer et trier. Alors, pour trier dans un premier temps, je vais utiliser ici, pas ça, parce que sinon ça va me trier par ordre alphabétique des clients. Je vais dans Option de tri supplémentaire. Je vais faire du descendant parce que je veux le plus gros en haut et puis ça diminue. Et donc, c'est pas par code client, mais par somme des montants réduits. Je fais OK et on voit que j'ai mes montants qui sont décroissants et avec les noms des clients ici. Pour la partie filtre, là on va faire un filtre qui s'applique aux valeurs, sinon ça va être lié au nom des clients. Filtre qui s'applique aux valeurs et je veux les X premiers, donc là ça me propose 10, mais c'est pas ce que je veux, j'en veux 5. Donc je vais diminuer à 5, haut parce que c'est bien les valeurs hautes, éléments parce que c'est pas un pourcentage du total, je veux bien 5 clients. Je fais OK.
et j'ai ce qui m'est demandé. Il me faut maintenant créer une nouvelle feuille, donc je vais utiliser le petit plus ici, ça s'appelle feuille 3, je la renomme en faisant un double clic, je peux faire un clic droit renommer, ça marche aussi, TDB pour tableau de bord, et je valide en faisant entrer. On me demande de supprimer le quadrillage, alors je vais le faire maintenant, je le remettrai peut-être parce que parfois c'est quand même bien pratique pour aligner les tableaux et je le resupprimerai à la fin. Donc voilà, pour supprimer le quadrillage, on va dans Fichage, quadrillage. Pour les Mac, il y a une étape supplémentaire. Il doit y avoir un petit groupe qui s'appelle afficher ou quelque chose comme ça. Et on me demande, alors je vais le remettre quand même l'affichage du quadrillage, et on me demande de récupérer mon tableau croisé dynamique qui est ici. Je vais le couper, je déteste avoir les choses en double, c'est la meilleure solution pour travailler au mauvais endroit. Et on va le mettre pour l'instant ici pour voir comment on va adapter ça. Donc pour l'aspect, on me demande de regarder la feuille exemple. Alors je vais aller la chercher ici, exemple. Je vais carrément faire un copier-coller de la chose. Je retourne dans mon tableau de bord, je vais coller ça ici, comme ça m'évite de faire des allers-retours avec un petit écran. Si j'avais plusieurs écrans, je mettrais sur deux écrans l'un à côté de l'autre. Ça serait très pratique, mais pour l'instant, on va faire autrement. Alors on voit qu'il faut laisser de la place en haut, donc ça déjà je vais le décaler vers le bas de façon assez sérieuse. Et par contre c'est sur la gauche, je vais laisser quand même deux colonnes à gauche au cas où. Et puis je vais modifier. Donc l'aspect, on va aller dans création pour choisir un look qui se rapproche de celui qui est ici sur notre exemple. Étiquette, je vais le remplacer par code client. Total général, ça va être total général, mais uniquement de ces cinq valeurs-là, hein. On peut le vérifier ici, 334, 654. Donc, ce n'est pas le total général de tout le monde, c'est le total de ces cinq clients. Donc, je vais le préciser, comme ça, il n'y aura pas de confusion possible pour qui utilise le tableau de bord. Je vais agrandir ça, juste le mettre à bonne taille. Donc, la somme de montants réduits, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais mettre total des achats. Alors, certes, pour moi, c'est une vente, mais pour les clients, c'est un achat. Donc, on va mettre total des achats du client et on a fait le tour de ce qui m'était demandé. Ici, là, ça correspond. Alors, pour le graphique des quantités vendues par produit, eh bien, on va aller se mettre, récupérer le tableau croisé dynamique qui est ici. On va insérer un graphique. Alors, on va prendre celui-là. Ça, c'est ce qui ressemble le plus à ce qui était demandé. Donc, je vais le couper et le mettre sur mon tableau de bord. Il doit se mettre à côté. Alors, je vous ai dit que je gardais le quadrillage. CTRL V. Voilà, en sélectionnant cette cellule et en copiant ici, eh bien, mon quadrillage, pas mon quadrillage, me permet de aligner directement sans m'embêter. Là, je réduis la largeur de la colonne E de manière à avoir un espace qui est relativement étroit. On verra après ce qu'on va faire pour la taille. Maintenant, mon but, c'est de transformer ça en ça. Alors, ça commence par changer le style. Donc, je vais me sélectionner mon graphique et dans la création, je peux changer mon style de graphique. Changer un style pour quelque chose qui ressemble à ce que j'avais. Alors, je pense que c'est celui-là qui ressemble le plus. Je le sélectionne et je peux vérifier. Oui, effectivement, j'ai bien mes traits qui sont horizontaux, ça je l'avais choisi. J'ai mon grisé qui est légèrement plus clair ici. Voilà. Maintenant, il faut que je nettoie. Le total ici, il ne m'apporte strictement rien puisqu'il n'y a qu'un seul type de valeur. Je peux le supprimer. Les boutons, totalement inutiles puisque maintenant on peut utiliser facilement des filtres avec les segments. Donc je supprime ça. Et maintenant il y a quand même quelque chose que je peux supprimer. Encore une fois, les traits verticaux, je n'en ai pas. Je les sélectionne, je fais supprimer. Vous pouvez aussi bien aller sur le plus et le décocher. Pour les Macs qui n'ont pas le plus, aller dans création et puis ici dans ajouter un élément graphique et décocher les éléments. Voilà, c'est beaucoup plus simple de les sélectionner et d'appuyer sur supprimer.
Et maintenant, j'ai à peu près ce qu'il me faut, sauf qu'on peut voir que c'est pas du tout classé par ordre décroissant. Eh bien, je vais pouvoir retourner dans mon graphique, dans mon tableau de bord, pardon, et trier, tout simplement. Alors, pas par ordre alphabétique des codes produits, puisque c'est déjà le cas. Il faut que j'aille dans descendant et puis que j'aille sélectionner la somme des quantités de produits et je fais OK. Si je n'avais pas fait la somme des quantités, j'aurais uniquement le nombre de lignes où sont vendus ces produits. Mais sur certaines lignes, on peut avoir plusieurs produits qui sont vendus. Et donc, il faut bien que j'ai la somme ici. J'ai mon classement par ordre décroissant et je peux retourner dans mon tableau de bord. Et dans mon tableau de bord, ben, je peux voir que en fait, ça n'est pas bon. C'est classé dans l'autre ordre. Donc pour ça, eh bien, il y a deux solutions. Soit je retourne dans mon tableau croisé dynamique ici, et au lieu de faire du descendant, je fais de l'ascendant, et puis ça me règle le problème. L'autre solution, entre guillemets plus propre, c'est que je vais faire un double clic. Alors ici, je ne fais pas ce que je veux. C'est là-dedans, c'est l'axe des abscisses qui m'intéresse. Je vais faire un clic droit pour aller dans la mise en forme de l'axe. Et dans la mise en forme de l'axe, en fait, si je descends un peu, il me propose abscisse en ordre inverse. J'ai qu'à cocher cette case et ça se met dans le bon sens pour moi, donc du plus grand au plus petit. On voit qu'on a encore un petit détail, c'est que ici, j'ai toutes mes valeurs qui sont présentées. En revanche, dans mes étiquettes d'axe, là, il m'en manque. Donc, je vais tout simplement agrandir mon tableau pour laisser de la place. En fait, c'est juste mon graphique, c'est juste qu'il manquait de place pour afficher tout ça. Enfin, mon total, je ne vais pas laisser total et je vais mettre quantité vendue et par produit. Alors, j'ai mis un P majuscule, ça ne sert à rien. Et puis, on voit que dans mon graphique ici, c'est en couleur. Donc, je vais changer la couleur pour avoir quelque chose qui se rapproche du thème ici. Et je vais le mettre en souligné. Et c'est peut-être un petit peu moins grand comme taille 18. On va le laisser comme ça pour l'instant. On verra bien s'il faut adapter plus tard. Pour l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps, le graphique, c'est celui-là. Donc, on voit que c'est une courbe. Les points, ce sont des marques. Donc, on va aller chercher le tableau croisé dynamique qui correspond. C'est celui-là. Et je vais pouvoir insérer un graphique donc, en courbe et avec les points. Il n'y en a qu'une seule courbe, une seule valeur, mais ça, c'est pas grave. Je coupe, CTRL X, et je vais coller ça dans mon tableau de bord. En me mettant ici, je vais laisser une petite ligne en haut, CTRL V. Alors, on est quand même assez loin de ce qu'on doit avoir, et on va travailler là-dessus. Le rapprocher ici. Donc, je dois avoir, déjà, je vais enlever le total, ici, qui ne sert à rien, puisque j'ai qu'une seule ligne, comme je disais, qu'une seule courbe. Je vais enlever mes boutons, clic droit, masquer tous les boutons. Le total ici, ça va être évolution du chiffre d'affaires, CA. Je sélectionne tout mon titre, je mets la couleur de ce style, je vais le mettre en gras et je vais le souligner. Et puis la taille, tout à l'heure j'avais du 18, là c'était un peu gros. Celui-là 14, je ne sais pas si c'est un peu petit ou pas, on verra. Donc il faut que j'agrandisse énormément mon graphique parce que pour l'instant il est très peu large. Il faut qu'il vienne jusqu'au bord, énormément, jusqu'au bord de ce graphique ici. Donc à peu près. En revanche, en hauteur, c'est pas tout à fait ça. Alors, est-ce que je décale les autres? Ce que je peux éventuellement faire, c'est changer ici la hauteur de ma ligne. Et en faisant ça, je n'ai plus qu'à décaler pour revenir légèrement au-dessus du bord de la ligne. Ah non, c'était la ligne en dessous, donc je vais laisser ça. Et je me retrouve avec un espace. Alors l'idée c'est d'avoir un espace ici qui correspond à peu près à cet espace-là pour que ça soit plus joli.
Donc on va le réduire, on va augmenter légèrement l'espace. Et puis on est pas mal, peut-être un petit peu trop étroit, donc je vais agrandir, venir jusqu'ici, et je vais faire pareil avec ce graphique pour venir l'aligner sur le trait du quadrillage. Alors on a à peu près fait le tour. Si on zoome quand même là-dessus, non, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas de style particulier qui est affiché ici, donc je n'ai pas besoin de faire de changement. On va en rester là et puis passer à la suite, le segment. Pour créer notre segment achat, on va partir de n'importe quel tableau creusé dynamique ou graphique. Donc, je vais prendre celui-là, je le sélectionne, je vais dans Analyse et je vais insérer un segment. Le segment, on me demande de le faire sur l'année. Alors, année de l'achat, c'est ici. Je le sélectionne, je fais OK. Et je vais aligner mon segment avec le bord. La largeur, je vais utiliser les flèches pour me déplacer pour que la hauteur, l'écart entre le TCD soit à peu près le même que celui qui est ici, pour avoir quelque chose de cohérent. Et en largeur, je vais l'écarter sur le bord pour l'aligner avec mon quadrillage. C'est pour ça que j'ai gardé le quadrillage que je n'oublierai pas d'enlever par la suite. Ça, on me le demande de le mettre sur deux colonnes. Donc les colonnes, c'est quand je suis dans ce segment, je peux ici le mettre sur deux colonnes, ce qui va dire que mes quatre boutons vont être sur deux lignes, deux colonnes. Et je vais changer d'aspect pour qu'il ait un look dans l'esprit de mon tableau de bord. On veut que ce segment fasse évoluer tous mes graphiques. Donc le tableau de bord ici, le tableau croisé dynamique est ici. Celui-là, il a été créé, donc il est déjà connecté, et celui-là également. Donc je vais faire un clic droit dessus et aller dans connexion de rapport, quel que soit le nom, ça sera connexion de quelque chose. Il y aura toujours le mot connexion suivant les versions d'Excel. Là, j'ai les trois, je veux le connecter à tous. Donc c'est quand même important de les renommer parce que si on a beaucoup de graphiques qui sont tous basés sur des tableaux croisés dynamiques qui s'appellent de 1 à 10, ça devient un peu compliqué. Donc là, j'avais renommé les feuilles. Celui-là, je ne l'ai pas renommé, mais il n'y a pas le choix, c'est le dernier. Je peux faire OK. Et là, maintenant, on va voir que si je sélectionne mon graphique, ben là, je n'ai plus que l'année 2022. Et là, ça a dû évoluer, j'ai pas fait attention. Tout à l'heure, j'avais des montants qui étaient beaucoup supérieurs, hein, c'était dans les 70 000. Donc, c'est que ça a évolué. Et ici, on voit que effectivement, quand je change, ça évolue de la même manière. Donc là, sur l'exemple, j'ai les onglets 2022 et 2023 qui sont sélectionnés. Pour une sélection multiple, on peut cocher ici. Et puis, quand on coche, bah, ça change la sélection. Donc, si c'est sélectionné et que je coche, elle désélectionne, etc. On peut avoir le même effet quand on utilise la touche contrôle. Il ne me reste plus qu'à changer le nom du segment. Ici, on peut voir qu'il s'appelle année de l'achat alors que je veux qu'il s'appelle année, c'était demandé. Donc, si ce n'est pas sélectionné, je vais là-dedans, segment, et c'est ici que je peux modifier le nom. Je vais donc l'appeler année et je valide. Le dernier morceau qui me manque, c'est la vignette. Alors, ça, on va insérer une forme par ici. Donc, insertion, illustration, forme. Et puis, je vais prendre donc un rectangle arrondi, ça correspond à peu près à ce qu'il y a. Et je vais le mettre ici. Alors, la couleur, c'est déjà la bonne, ça tombe bien. Mais si ce n'était pas le cas, c'est ici que ça se passerait, hein, dans le remplissage. Contour, pas contour. Là, avec le point ici, on peut faire quelque chose de plus ou moins arrondi. On va le laisser comme ça, c'était pas mal. Et donc cette forme, il faut que je vérifie qu'elle soit bien alignée ici. En hauteur, c'est à peu près correct. En alignement en bas, je peux peut-être l'agrandir un tout petit peu pour que ça soit aligné avec l'autre graphique. Maintenant, récupérer le montant total du chiffre d'affaires total. Donc, soit je peux créer un nouveau tableau croisé dynamique pour le récupérer. En fait, j'en ai pas besoin puisque j'ai déjà ce tableau croisé dynamique qui est ici et le montant, il se trouve là.
En revanche, je ne peux pas directement le récupérer dans la forme, je vais passer par une cellule intermédiaire. Donc, je me mets dans la cellule là, je fais égal, je clique sur cette cellule là et je peux valider. Alors, ça m'affiche 0, je ne sais pas trop pourquoi. Ça ne devrait pas. Si je clique là-dessus, ouais, c'est un petit bug d'affichage. Alors, le format, je vais l'adapter. Donc ici, je vais mettre du monétaire, donc avec mon petit raccourci CTRL M. Je vais enlever les chiffres après la virgule, dans l'autre sens, ça marchera mieux. Voilà, ce format ici sera celui qui sera dans ma cellule. Donc je peux faire Entrée pour valider. Je repars dans ma forme et dans ma forme, je me place ici dans la zone de formule et je fais égal et je vais dire que je veux que ça soit égal à cette valeur-là. Ça, je ne pouvais pas le faire directement dans le tableau croisé dynamique, c'est une limitation. C'est pour ça que je suis passé par l'intermédiaire de cette cellule-là. Je valide et le montant est affiché ici. Alors la présentation, c'est pas tout à fait ça. Donc on va déjà centrer, bon, je vais même le mettre tout en bas, je vais le centrer horizontalement, je vais l'écrire en jaune, ça ressort pas mal sur fond bleu, ou en blanc, ça serait peut-être plus logique parce qu'ici on a mis du blanc. Et comme c'est du jaune ici, on va continuer sur du jaune. Je vais le mettre en gras et puis on va mettre quelque chose quand même de nettement plus grand. Voilà, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité ici. Et il ne va plus me rester qu'à rajouter une zone de texte ici là-haut pour pouvoir mettre mon petit commentaire. La zone de texte, eh bien, je vais aller dans Insertion. Et dans Insertion, je vais aller Texte, zone de texte. Ma zone de texte, je vais l'écrire ici. Et je vais commencer à écrire. Donc, CA total tout client. Bon, je le précise parce qu'on a un filtre sur celui où on voit le total des achats ici et sur la période choisie. Donc tout ça pour dire que en fait on n'est pas limité comme ici par les 5 clients et sur la période choisie ça correspond à la sélection qui est ici. Donc ça je vais le bouger, je vais agrandir ma zone de texte, je vais le passer en jaune, je vais agrandir mon texte et puis là, c'est pas très joli. Je vais réduire un peu et par contre je vais centrer ça horizontalement. Donc c'était écrit en beaucoup plus petit. Ouais, on le voyait pas très bien. On va le laisser comme ça. On pourrait jouer, légèrement réduire la taille ici, augmenter la taille qui est en dessous. Enfin bon, je vais mettre 2 points. Et puis là, on a fini tout ce qui était mise en forme de notre tableau de bord. On n'oublie pas, je l'avais rajouté, et on l'enlève, notre quadrillage à supprimer. Ça, je peux l'enlever. Je peux dézoomer et on voit qu'on a un tableau de bord qui ressemble quand même bien à ce qui était prévu ici. Le ratio, c'était peut-être un petit peu plus large. On pourrait éventuellement élargir un petit peu pour avoir un format qui corresponde à un paysage. Mais là, on est pas mal et on peut en rester ici. Bon, je vais quand même supprimer ce que j'avais collé ici puisque ça n'a rien à faire là. Et puis, on peut masquer les feuilles avec les tableaux croisés dynamiques, les mettre à côté. Mon tableau de bord, je vais le mettre à côté de l'exemple. Voilà. Et puis, on pourrait faire des tas de choses en plus. On pourrait faire une petite macro qui va faire une actualisation à chaque fois que nos données vont évoluer pour que notre tableau de bord évolue, que nos tableaux croisés dynamiques les prennent en compte, ces modifications, il va falloir actualiser. Alors pour ça, on peut faire une petite macro, utiliser ici l'enregistreur de macro. Si vous avez l'onglet développeur, vous pouvez aller dans enregistrer une macro, même si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi aller dans affichage ici, enregistrer une macro. Ça parce que sur l'iMac, je ne pense pas que vous ayez ce petit bouton. Et puis, pour actualiser, en fait, il suffit d'aller dans Données et de cliquer sur ce bouton Actualiser. Il y a juste après arrêter l'enregistrement et vous avez votre macro que vous pouvez associer à un bouton. Alors, je vous rappelle, pour les boutons, vous pouvez mettre n'importe quelle forme, mais ce qui est pas mal, ce sont les icônes.
Et là, il y a juste à taper. Donc, si on veut faire actualiser, par exemple, il nous propose, bon, on va prendre cette truc ici classique, et puis on n'a plus qu'à faire un clic droit et affecter une macro. Et dans la liste des macros, on va récupérer celle qu'on aura créée, qui s'appelle donc actualiser. On peut aussi utiliser la mise en page. Donc, partir de la colonne B ou en haut, on va prendre aussi la colonne N et puis on va prendre en dessous. Là, je peux très bien définir ça comme ma zone d'impression. Donc pour ça, je vais dans mise en page, zone d'impression, définir. Donc maintenant, si je fais une impression, c'est cette zone-là qui sera imprimée. Et je peux jouer sur plein d'autres aspects. Donc ajuster une page en hauteur, une page en largeur, passer en paysage, puisque vu la forme de mon tableau de bord, c'est plus adapté. Les marges, je peux les diminuer, je peux centrer horizontalement, verticalement ici. Pour ajouter des en-têtes pied de page, alors soit des existants, soit on peut aller dans du personnalisé, on va pouvoir mettre du texte. Là, je suis dans la partie en-tête. On a trois parties, à gauche, droite et la partie centrale. Et avec ces boutons, on peut afficher un certain nombre de choses, le numéro de la page, le nom du fichier, la date, l'heure, etc. Ce qui permet d'avoir quelque chose. Et on peut également faire une macro qui va faire une impression de cette feuille-là. Donc si je vais dans Fichier, Imprimer, comme j'ai sélectionné, on voit que ça met tout sur une seule page. Là par contre, je n'ai pas centré ni verticalement ni horizontalement. Alors verticalement, c'est bon. En revanche, horizontalement, on voit que c'est légèrement décalé sur la gauche. Et voilà, tous ces réglages qu'on peut faire pour améliorer, même si ça n'était pas prévu dans vos consignes et qui étaient déjà bien assez longues comme ça. Je espère que ça s'est pas trop mal passé pour vous. Je vous souhaite une bonne chance et un bon courage pour vos partiels début juillet. Et puis peut-être à l'année prochaine, qui sait. Au revoir et bon courage encore une fois.